Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, manager, ce n'est pas seulement organiser, ce n'est pas seulement décider, c'est tenir une ligne qui montre l'exigence et aussi une forme de souplesse dans les relations humaines, car derrière les objectifs, les chiffres, les délais, il y a des regards, des attentes, il y a parfois des silences. Longtemps, le manager était celui qui tranche, celui qui contrôle, celui qui sait. Aujourd'hui, cela ne suffit plus, dans certaines entreprises en tout cas. On attend de lui qu'il éclaire, qu'il écoute, qu'il relie, qu'il donne du sens sans alourdir, qu'il encadre sans enfermer, qu'il décide sans rompre. Mais alors, de quelle qualité parle-t-on? De compétences que l'on acquiert ou d'une posture que l'on affine? Ça va être notre thématique du jour, de 10h à midi. Nous restons ouverts à l'échange si vous voulez prendre la parole ou témoigner. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous débutons notre émission des experts ce matin avec notre invité, Madame Mihlou. Bon, ai-je besoin de la présenter encore? Mais si, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. DG de Compétences Plus et Business Coach. Nous nous intéressons à un sujet qui est entre guillemets à l'intersection de ces deux aspects. Alors quand on crée une entreprise, on est amené à un moment ou à un autre à déléguer une forme d'autorité. Et déléguer de l'autorité, c'est effectivement embaucher des personnes qui vont gérer des équipes. Ça s'appelle un manager qui est quelquefois un superviseur. Et des fois, on attend un peu plus d'un manager qui ne soit un simple superviseur du travail accompli par ses équipes. Madame Mihlou. Oui, mais écoute Badr, j'adore parce que tu me tends plusieurs pièges dans la même introduction à chaque fois. Je sais qu'il aime bien châtie bien, mais quand même. Et est-ce que le manager, justement, sur lui, on peut appliquer ça, qui aime bien châtie bien C'est un sujet complexe, celui que tu abordes ce matin, sur les qualités d'un bon manager, sur ce que devrait faire un manager. Je pense qu'on se devrait d'abord d'introduire en disant que ça dépend de chaque entreprise, que d'ailleurs les mêmes managers qui ont réussi, là aussi par expérience visuelle, et de ce que j'ai pu avoir comme retour de différents managers, il y a des managers qui ont très bien réussi au sein de certains organismes et institutions, et qui ont foiré complètement dans d'autres. Et c'est pas parce que quelqu'un est bien intrinsèquement, c'est-à-dire que lui a des qualités personnelles, humaines, etc., qu'il va réussir dans tout environnement. C'est une question de fréquence. Des fois, on entre en résonance avec certaines personnes, un peu moins avec d'autres. Alors oui, parce qu'il y a la question aussi dans notre pays aussi de ouledness aussi, qu'on estime dans certains organismes comme étant un prérequis nécessaire à quelqu'un pour être un bon manager. C'est-à-dire que derrière cette appellation-là, que tout le monde connaît, c'est quelqu'un de bonne foi, c'est quelqu'un qui est avenant, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui walk the talk, c'est-à-dire qui agit comme il le pense et qui agit conformément à ce qu'il demande aussi à ses équipes. Globalement, c'est quelqu'un de wildness, voilà, dans le respect, dans l'agilité, dans la compréhension des autres et dans l'empathie. Cependant, ce n'est pas c'est un critère nécessaire, mais pas suffisant pour réussir en tant que manager. Et c'est pas parce que là aussi on a réussi, c'est ce que je disais un peu au début, c'est pas parce qu'on a un track record ou qu'on a un historique de réussite dans le passé qu'on va forcément réussir dans les nouvelles missions, que ce soit au sein de la même entreprise, parce que des fois, tu sais bien qu'on change de poste ou de carrière ou de direction, ou même de pôle, qu'on a très très bien réussi maintenant dans le recouvrement et qu'on nous demande maintenant d'occuper un poste de manager commercial. Et c'est pas parce qu'on a réussi en tant que manager recouvrement qu'on va forcément l'être dans un nouveau métier avec de nouvelles équipes. La nature des profils qu'on va gérer est parfois radicalement différente. Est-ce qu'on nous demande de faire, est-ce qu'on va nous demander de faire aussi comme livrable et comme responsabilité va être radicalement différent. Et la vraie question à se poser, c'est oui, bien sûr, de rester fidèle à ses principes, si on a estimé que ces principes-là et cette façon de faire-là a porté ses fruits, mais peut-être aussi d'analyser aussi les nouvelles prérogatives qu'on demande, les nouvelles équipes qu'on demande, auquel cas, à chaque manager, ça lui demandera une adaptation de ce qu'il est et de ce qu'il fait au quotidien pour pouvoir arriver, alors non pas aussi à contenter et à être aimé par tout le monde, parce que ça aussi c'est peut-être un leurre pour un manager, c'est d'acquérir une forme de... Il y avait une fameuse émission en France qui s'appelait « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Et est-ce qu'un manager doit plaire à tout le monde pour réussir son mandat et sa mission ?
Donc c'est une question qu'on peut aussi se poser ce matin. Oui, il n'y a que les chiens qui ont un amour inconditionnel. Et ça nous replonge dans je une ne sais autre pas émission. d'où tu as sorti ça. Nous Non, replonge dans une autre on émission. parlait de la psychologie des chiens, mais, Non, mais mais attention à la métaphore parce qu'elle peut être, elle peut prêter peut-être à une à forme confusion. d'ambiguïté Mais pour les non, auditeurs. mais je dis que dès lors qu'effectivement qu'on est humain, on a des perceptions parfois différentes, des comportements d'une même personne. Alors dès lors qu'on prend 10 personnes qui regardent la même personne, qui regardent dans la même direction, on va observer des choses très différentes. Et Oui. donc de ce point de vue, je reprends à mon compte l'expression que tu as utilisée. C'est un leurre que d'espérer de se faire aimer de tout le monde. C'est un leurre. C'est-à-dire qu'on va par nécessité déplaire pour des raisons qui tiennent peut-être parfois moins à ce qu'on est qu'à la façon dont on est perçu. Et dans d'autres émissions, on parlait beaucoup de la performance qu'on attendait de nous et de cette flexibilité-là qu'on attendait de nous et de du fait qu'on soit aujourd'hui peut-être devenus des managers augmentés aussi avec l'IA oui. et cette nécessité, parce qu'on parle toujours de gens... Enfin, la mode un petit peu dans les entreprises, c'est de dire que l'IA augmente nos capacités et nos compétences, augmente aussi, parce qu'il y a des articles dessus, notre charge mentale, pas que nos capacités et nos compétences, mais aussi les exigences du management, parce qu'on estime, là aussi c'est un jeu de perception, on estime que les équipes, grâce à ces nouveaux outils, doivent avoir un rendement plus important et donc être plus rapides et plus efficaces. Donc peut-être quid de ce qu'on attend aussi des équipes avec là aussi tu vois c'est une contextualisation parce qu'il y a une contextualisation de l'ordre de la culture d'entreprise à laquelle on appartient, de l'ordre du métier et de ses attentes et de la fiche de poste à laquelle on doit aussi rendre des comptes, du fait de comment on est managé aussi, si nous-mêmes on est manager mais qu'on est managé par un manager exigeant, parce que des fois il y a des effets de cascade de presse ou de stression qui fait que qu'on va cascader aussi la pression. On peut être quelqu'un de très sympa d'habitude, mais comme nous aussi, on a hérité d'un nouveau manager qui nous met la pression sur des livrables, etc. Donc, il y a des fortes... Il y a des fortes chances qu'on la mette sur nos équipes. Donc tout ça, c'est des facteurs auxquels il faut prêter attention pour se dire, est-ce que moi, manager, je fais les choses correctement? Oui, mais qu'est-ce qui fait que je peux réussir dans les missions qui sont les miennes en tant que manager? Quels sont les aspects qui font que, quelque part, quand on me délègue cette mission-là, que de superviser, que d'encourager, que de motiver, que tout simplement de faire en sorte que le travail soit accompli dans de bonnes conditions, avec le moins de mécontentement possible. Alors, La vérité, le moins de mécontentement possible, ça doit pas, disons, guider la feuille de route du manager. J'entends bien, mais qu'est-ce qui fait qu'on va estimer que mon travail est réussi en tant que manager? Ça dépend de la feuille de route de chacun, des attentes de chacun. Moi, je vais te dire, le premier critère, un bon manager, déjà, quand il débarque dans une équipe, il doit faire séparer le bon grain de l'ivraie. Il va se dire déjà avec qui je travaille. C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur rythme de croisière? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire? Donc, je dois d'abord, si j'arrive dans une nouvelle équipe, là aussi, si je suis nommé manager d'une nouvelle équipe, je dois me poser la question, me dire, très bien, ces gens-là ont besoin de quoi pour bien travailler? Ces gens-là ont besoin de se défaire de quelles mauvaises habitudes pour bien travailler? Parce que ce n'est pas une question seulement d'augmentation de compétences ou de mise à niveau de compétences, c'est des fois une question de diminution de mauvaises habitudes qui sont héritées du passé. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont besoin de se faire confiance ou pas? Donc, quel rôle, en fonction de l'état de ce que je vais trouver mon équipe, alors quels sont les besoins? Je vais essayer de les sonder. Alors, voilà. J'entends bien. Je vais essayer de sonder les besoins. Je vais les écouter, et ensuite, un par un. Je vais essayer d'apporter, entre guillemets, un peu plus de fluidité. Déjà, tu vois, un bon manager, lorsqu'il débarque quelque part, il doit faire un état des lieux exhaustif. Rencontrer, pas seulement ce qu'on lui a dit, parce qu'on les briefe, pour qu'on se mette d'accord dans les règles du jeu classique, on les briefe sur, tu vas hériter d'une équipe de cadres, d'hors cadres, tu vas hériter d'une équipe de 20 personnes, 30, 40, 50 personnes, ils ne sont pas au même niveau, voici les bras cassés. On entend ça au préalable lorsqu'on est nommé manager, voilà les bons, voilà les talents. Non, c'est-à-dire qu'on le briefe. Mais il y a le briefing qui doit être indispensable, peut-être pour une bonne passation, une bonne préparation, etc. Mais il y a aussi l'analyse terrain, les rencontres avec les gens, les tests des gens, de leurs capacités, pas que seulement les rencontres, parce qu'il y a le déclaratif, mais tout le monde se déclare en général sous son meilleur jour. Il y a comment il se déclare, il y a aussi ce qu'on voit. Donc le bon manager doit se donner un temps
une timeline nécessaire pour faire des one-to-one avec les gens, pour voir, pour les tester sur ce qu'ils sont capables de faire, pour les emmener avec lui dans des réunions internes et externes. Tout ça est nécessaire pendant 1 mois, 2 mois, ce qu'on va appeler la transition, la mise en place, l'immersion, tout ce qu'on veut. Et pour se dire, ok, très bien. Un mois Là, je d'immersion. trace ma feuille de route. Mais on compte pas le mois de Ramadan. Tu sais, il y a même des managers, et je les ai rencontrés dans des coachings individuels, il y a des managers qui sont devenus les managers de leurs anciens collègues. Chaque configuration est unique. Mais ça, c'est sensiblement différent et j'allais y venir. Et chaque configuration, c'est pour ça que je peux pas, on devra absolument parler des cas concrets et des cas spéciaux pour pouvoir donner au maximum un plan d'action adapté, parce que autant il y a les très grandes bonnes pratiques, il y a des soft skills indispensables quand on est manager, mais autant il y a des cas particuliers qui nécessitent une forme d'incarnation un peu différente. Il est 10h20, on va profiter de la respiration musicale et on reprendra notre émission des experts dans quelques instants, une émission qui se poursuit jusqu'à midi. Et bien sûr, si vous avez des avis, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous sommes avec Mme Hello. Alors, nous parlons des qualités du bon manager. Alors, certaines qualités sont transversales. Certaines qualités sont spécifiques à la nature, aussi de la mise en place de la personne qui va assumer son rôle de manager dans les équipes, on le disait. Mais bon, comme on est encore dans la première demi-heure de l'émission, on tend aussi essayer d'évoquer les qualités transversales. Il y a des personnes, entre guillemets, qui ont l'art tout simplement d'être acceptées. Quand on intègre un groupe, qu'on en fasse partie de prime abord ou qu'on vienne de l'extérieur, il y a des personnes, entre guillemets, qui savent, et c'est peut-être quelque chose de naturel pour eux, ne pas heurter les sensibilités ou bien faire les choses de sorte à susciter le moins de levées de boucliers. Et ça nécessite davantage une façon d'être, plus que des compétences qu'on pourrait avoir et qui seraient indiscutables dans l'entreprise. Mais il y a un aspect aussi caractère et personnalité qui fait que on a l'art, entre guillemets, d'abord de se faire accepter, sinon d'être apprécié par les personnes avec lesquelles on est amené à avoir des relations quotidiennes. Alors, il y a quelque chose que j'ai dit au début, c'est un manager. Un bon manager, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui analyse beaucoup, qui observe beaucoup avant d'agir. C'est la base. Et quelque part, quand tu arrives quelque part où tu écoutes les gens, où tu les laisses parler, etc., qu'est-ce qui se passe ? Ça montre aussi que tu les respectes. Ça montre aussi que tu valorises leurs paroles ou que tu valorises peut-être le schéma dans lequel ils étaient, quitte à le faire évoluer plus tard. Parce que quand tu n'écoutes pas, mais que tu viens déjà avec des idées fixes en tête, qu'est-ce qui se passe ? Les autres se sentent incompris, ils se disent nos avis n'ont pas d'importance et ils arrêtent d'en donner du coup. Ils arrêtent d'en donner. Et du coup, ils arrêtent d'être créatifs. Donc pour moi, quelque chose qui est clé pour quelqu'un qui a été nommé manager ou qui a hérité d'une nouvelle équipe ou de nouvelles missions ou d'un nouveau périmètre, parce que la vie d'un manager n'est pas un long fleuve tranquille. C'est toujours des changements de pays, d'équipe, de portefeuille de produits, de portefeuille client, de périmètre, etc. Quel que soit finalement, un manager plan-plan n'existe pas. Peut-être qu'il va être à périmètre stable, quel que soit ce périmètre-là. On a parlé de produits, de services, de clients, de partenaires, de zones géographiques, etc. Peut-être que ça va être stable pendant 1 an, 2 ans, mais qu'à un moment donné, ça va évoluer. Peut-être que son équipe elle-même va s'agrandir, ou peut-être qu'elle va diminuer en fonction là aussi de la performance de l'entreprise, et auquel cas, il sera confronté à des défis. Ces défis-là d'adaptation, probablement que une deuxième grande qualité d'un manager, c'est quelqu'un qui soit clair et qui soit communicant. Comme tu as dit, qui soit influent. Moi, j'allais te dire, je l'ai dit au départ, Ould-Nas est un Mrabbi dans le sens que quand il va communiquer, il communique avec bienveillance, clarté, autant que possible. Alors bien évidemment, être gentil avec tout le monde, si on peut faire la parallèle rapide, n'est pas une bonne chose. Probablement que les personnalités diffèrent, parce qu'on ne doit pas faire des raccourcis rapides. Mais être mrabbi ne signifie pas forcément être gentil. Oui, ne pas être vulgaire, ça ne veut pas dire ne pas être ferme. Exactement. Être mrabbi, c'est justement être bien éduqué, expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux. Et même lorsqu'il s'agit
s'agira de leur faire des feedbacks constructifs ou de les recadrer sévèrement, le faire sans hausser le ton de la voix, sans les humilier en public, etc. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas, quelle que soit là aussi l'entreprise dans laquelle on travaille, que ce soit une petite PME, que ce soit une grande entreprise. Il y a bien évidemment la prise en considération aussi du niveau des autres. Du niveau voilà, on peut être un manager de technicien, on peut être un manager d'ouvrier, on peut être un manager d'experts, de consultants, on peut être un manager de plusieurs cultures en même temps ou de plusieurs nationalités en même temps. Donc tout ça, ça rajoute à la complexité du management de se dire de quoi ils ont besoin, comment mon message peut être compris facilement et comment mon caractère ou mon attitude ou ma façon de faire ou même ma façon de m'habiller ou même la langue dans laquelle je vais parler, ou l'arabiya ou le français ou le derija, tout ça va faire en sorte d'être, tu parlais d'être accepté, Oui. de se faire accepter par les autres. Et bien, la meilleure façon de se faire accepter par les autres, c'est aussi, tout en gardant une sorte de colonne vertébrale, tout en gardant une sorte de ses propres piliers, sa droiture, etc., d'essayer de comprendre de quoi ils ont besoin. Et tu sais, on en a parlé dans le disque la dernière fois et dans l'intelligence émotionnelle dans d'autres émissions, la maîtrise de soi est clé lorsqu'on est un bon manager. Et c'est une faille, c'est une zone de vulnérabilité chez beaucoup de managers qui sont dans l'action permanente. Tu sais, plus un manager délivre et sur le terrain et tout le temps sur le qui-vive de par son métier, mais peut-être aussi de par sa personnalité, ces gens-là qui sont toujours dans plusieurs dossiers en même temps, le multitasking, etc., il s'avère que peut-être ils auraient une prédisposition à être plus réactifs. Et qui dit quelqu'un qui est réactif, c'est quelqu'un aussi qui peut réagir rapidement à quelque chose qui lui déplaît. Maintenant, quelqu'un va lui dire, écoute, Flan s'est absenté aujourd'hui. Il peut prendre son téléphone et dire, mais ça va pas, on compte sur toi, tu sais que c'est une période de rush, etc. Donc ce côté-là réactif, quand on est quelqu'un de réactif, par nature ou par nécessité, alors on peut être réactif aussi sur les choses qui nous déplaisent chez les autres. Il y a un risque, parce que c'est une zone habituelle. Oui, et quand on l'est, on va frustrer. Oui, on va frustrer, mais bon, pour peu qu'on ait aussi d'autres qualités, il y a un phénomène qui s'appelle des fois la compensation. La compensation. Alors 10h31, on a un peu débordé, mais on attend Karim Drone et il va nous rejoindre dans quelques instants, il va nous présenter les actualités en langue française et on se retrouve bien entendu pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité, Mme Hlou, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Nous nous intéressons spécifiquement aux qualités du manager. Alors, il y a des qualités transversales, il y a des qualités qui sont plus spécifiques à des situations particulières. C'est vrai que quand on est dans une position d'horizontalité vis-à-vis de ses collègues, c'est-à-dire on est un collègue et puis un des collègues est promu, c'est une configuration sensiblement différente d'un manager qui débarque d'ailleurs, qui a besoin de prendre son temps et dont la perception est différente par les équipes. Alors il y a parfois cette question tout simplement de l'autorité qui se pose. Qu'est-ce qui fait que quand elle est contestée, on trouve les moyens qui ne soient pas, entre guillemets, désastreux pour l'entreprise, de la manifester sans faire de dégâts. Parce que l'autorité d'un manager est quelquefois contestée, parce qu'on va considérer qu'il est plus flexible, donc plus gentil, il est plus à l'écoute, donc plus sensible à nos arguments, et ainsi de suite. Donc il y a parfois une frontière qui est délicate et difficile à cerner, c'est celle de l'autorité. Tu as raison. Tu sais, les deux cas sont difficiles. Le manager qui débarque d'une autre entreprise ou d'une autre direction et le manager qui est promu et qui doit gérer ses collègues. Pourquoi ces deux cas-là sont difficiles ? Parce qu'ils jouent la même partition, celle de se faire accepter. Pas pour les mêmes raisons, mais dans les deux cas, c'est celle de se faire accepter. C'est-à-dire, dans le premier cas, effectivement, c'est quelqu'un qui débarque d'une autre culture ou d'une autre direction, on ne le connaît pas. Donc, il doit montrer patte blanche. Il doit... Tu sais, des fois, c'est les managers qui doivent prouver leurs compétences. Les équipes sont là. Je disais un peu plus tôt que le manager teste les capacités des équipes, mais les équipes testent les capacités du manager. Et certains même, de ceux que j'ai pu accompagner, se plaignent que leur manager n'est pas aussi expert qu'eux parce qu'il est venu justement d'un autre métier ou d'une autre entreprise. Se plaignent de sa non-expertise. Or, ce qu'on veut d'un manager ou ce qu'on désire un manager
n'est pas sa zone d'expertise. Alors, plus tu montes dans l'échelle du management, plus normalement ton expertise doit être transversale. Tu dois laisser les experts à leur expertise, mais toi, quelque part, tu dois jouer le rôle de chef d'orchestre, de mentor, de coordinateur, de facilitateur, etc. Chose que les équipes, des fois, ont du mal à comprendre. Et chose que même des experts, lorsqu'ils deviennent managers eux-mêmes, c'est à ça qu'on les forme. Parce qu'ils sont tellement experts qu'ils collent à leur expertise, mais qu'ils oublient que là, il ne s'agit plus de leur expertise. Ça, c'était les premières années. Bien sûr, mais ça, on l'observe dans la nature humaine. Bon, j'ai un diplôme, je suis légitime. J'ai lu tel livre, je suis légitime. Il y a cette notion de l'autorité par la légitimité. Donc, ou l'autorité par le nombre d'années passées au même poste, ou là par l'expertise d'un... que ce soit d'un logiciel, ou là que ce soit d'un calcul, ou là que ce soit d'un marché, etc. Or, un manager n'est pas censé être expert, par définition. Oui, il est expert à sa façon, sur d'autres aspects. Il est censé être peut-être un très très grand... Ce qu'on dit d'ailleurs chez nous, et ça me permet de clarifier ça. Il faut avoir une expertise dans les relations humaines. Tu sais, le manager, il doit être très très fort, à la fois mtouada, à la fois modeste, pour laisser émerger les expertises individuelles ou les talents individuels de son équipe, mais à la fois suffisamment charismatique pour leur imposer de le suivre dans une définition, là, dans une feuille de route ou là, dans un plan d'action qu'il a dessiné pour eux. Parce que s'il n'a pas ce charisme-là, ils ne vont pas respecter ce qu'ils... Ils vont toujours négocier, ils vont toujours trouver quelque chose à dire, etc. Bien sûr qu'on peut négocier et trouver quelque chose à dire, mais c'est ce juste équilibre entre نكون humble, نكون متواضع, et je sais écouter les gens lorsqu'ils me proposent des choses ou là, des façons de faire, et en même temps, quand il le faut, avec de l'autorité, avec du charisme, etc. Et donc, je te disais que le deuxième défi pour le manager, c'est celui qui monte. Non, mais faire entendre ses collègues sa voix sont restés à la parce même que place. la personne a du charisme, c'est différent de... je suis supérieur, donc je décide. D'où parfois le point d'interrogation sur l'autorité que peut avoir le manager et la façon qu'il a de la manifester. Parce qu'il y a des façons qui, entre guillemets, produisent davantage de dégâts que de bénéfices dans la relation qu'on établit avec les équipes. Et là encore, qui est en face de moi ? Et là encore, j'aimerais te dire quelque chose qui est loin d'être banal. On manage avec sa personnalité. On manage d'abord avec sa personnalité. Zamara, je ne peux pas laisser ma personnalité à la maison et venir manager avec quelque chose d'autre de fabriqué. On ne change pas de voix, ni le ton, ni de... on manage avec ce qu'on est. On manage avec notre personnalité. Mais ce qu'on apprend avec l'expérience, c'est que des façons de faire de notre personnalité vont convenir à des situations et pas convenir à d'autres. Donc c'est comme si notre personnalité est un fait établi et qu'on ne doit pas se dissocier de notre personnalité, auquel cas on tomberait malade de notre dissociation. Il y en a qui ont essayé, mais c'est pas évident. Mais on doit quand même avoir suffisamment de recul en tant que manager, parce qu'on demande au manager d'avoir du recul sur des projets, sur la stratégie, sur plein de choses, mais aussi sur lui-même. Et le manager doit se poser la question, ok, quelle est la part de ma personnalité qui peut être heurte, Badr, si je suis quelqu'un qui est très directif dans ma communication, et quelle est la part de ma personnalité aussi qui stimule Badr si je suis quelqu'un qui lui lance des défis en permanence. Et donc, c'est juste me dire, et c'est ça l'intelligence émotionnelle, autant j'ai mon caractère, autant j'ai mes compétences et mes capacités, autant je suis quelqu'un de techniquement bon, ou là, qui a prouvé sa légitimité ailleurs, qui doit la prouver dans le nouveau contexte. Alors, si tu permets, Mehlo, sur ce point, moi, je le trouve très intéressant, parce que comment dire, quand on prend appui sur certains éléments de sa personnalité pour savoir ce qui entre en résonance ou ce qui, à l'inverse, entre guillemets, dans le rapport avec une personne, va heurter, va déplaire énormément. Donc, c'est un ajustement. Mais quand on n'a pas la certitude de pouvoir, entre guillemets, déceler ces aspects-là, on maintient une forme de distance. Parce qu'on essaie de préserver sa légitimité et la distance crée une forme de rapport à l'autorité avec ses équipes. Et c'est ça la difficulté. Mais Lyon, le Maghreb ou là ailleurs, c'est pour ça que je te dis, tu posais la question, si tu avais un intervenant français ou là américain ou là sur ce plateau, là chinois, peut-être qu'il va dire des choses qui sont communes à ce que j'ai dit, peut-être qu'il va dire des choses différentes. Le contexte marocain, il veut une forme de proximité relationnelle. Moi je sais qu'on est dans la verticalité, dans la hiérarchie, dans tout ce que tu veux, historiquement. Je sais, on connaît bien la société marocaine, on connaît bien
bien les entreprises marocaines, on sait la notion de l'ouaqat, l'hchouma, de l'hiba, de tout ce que tu veux. Peut-être que c'est valable encore dans certaines grandes PME familiales où celui qui a été entrepreneur, fondateur, etc. Il y a parfois l'esprit de cours. A cette distance avec les gens. Oui. Mais peut-être que non, peut-être que ces mêmes grands chefs d'entreprise marocains qui ont créé l'entreprise de A à Z, tu vas poser la question du coursier au chef de sécurité, à la femme de ménage, tu vas lui dire c'est qui le plus proche de l'organisation, il va te dire Flen. Celui qui a fondé l'entreprise il y a 50 ans. Oui. C'est lui qui nous dit bonjour tous les matins. C'est lui qui sait combien d'enfants on a dans notre famille. Oui. C'est lui qui sait que tel enfant est malade ou handicapé. C'est lui, l'Issefna, il y a 5 ans, le Hajj. C'est lui. Et donc, non mais c'est ça, parce que Oui. c'est pour ça que c'est un sujet où on s'abstient de la généralisation et tamper dans les banalités, parce que même dans les entreprises dites traditionnelles ou parce qu'il y a le bon père de famille ou que c'est des PME familiales, la notion de proximité reste là. Et peut-être que tu trouveras paradoxalement la notion de distance dans des multinationales. Oui. Parce que même si on dit que la proximité avec les gens nous permet de les sonder, de connaître le bien-être, de savoir s'ils vont bien, Là, c'est une de ouverture. personnaliser, d'avoir des remontées, mais tout le monde ne l'applique pas. Pourquoi ? Parce que des fois, les gens ne se font pas confiance à eux. Tu as des PDG qui ont Oui, parce été que nommés. Non, mais pour jouer la partition qu'on vient de dire, c'est-à-dire voir ce qui, dans sa personnalité, peut potentiellement heurter une autre personne, ou ce qui, entre guillemets, dans ma personnalité, peut encourager la personne, c'est déjà, cette proximité-là, elle est dangereuse. Si Bien l'expérience sûr qu'elle est dangereuse. si l'expérience a fait que j'ai eu davantage de résultats négatifs par cette proximité, alors je suis davantage méfiant et distant. Quand je dis bien sûr qu'elle est dangereuse, attention. Oui. Bien sûr, quand tu te rapproches des gens, il y a une part d'exposition que tu ne peux pas oui. éviter. En tant que dirigeant ou en tant que manager, plus tu te rapproches des gens, plus il y a des risques que tu partages ta vulnérabilité. Or, comment va être perçue la vulnérabilité d'un manager chez des publics matures et chez des publics qui ne sont pas matures Donc ça, c'est une question. Oui. Si tu partages un peu trop ta vie privée, peut-être que ça sera utilisé contre toi par tes équipes. Vont-ils te manquer de respect ou de courtoisie ? Vont-ils utiliser ? Peu importe. Donc, attention, quand je dis la proximité doit être peut-être envisagée selon les contextes et les situations, etc., c'est sûr que plus tu maintiens la distance, plus tu te protèges. Ça, c'est Walakin, certain. est-ce qu'on demande à un manager de se protéger ? Est-ce que toi, tu vois, c'est la question que chaque manager doit se poser. Alors, Bino ça Benarason, dépend. Ce qu'attendent les équipes de leur manager n'est pas ce qu'attendent bien sûr, un manager de lui-même, ou ceux qui l'ont ceux qui l'ont nommé. Bien sûr. Donc les attentes, Oui. ça dépend de la perspective. Mais on va... Tu souhaites... Non, j'allais te dire justement, le manager doit être au clair Oui. de ce qu'attend chaque partie prenante de lui Oui. et doit être au clair de ce qu'il peut lui-même offrir. Mais attention à cette dose de confiance en soi que le manager aussi doit avoir vis-à-vis de lui-même. Effectivement, l'excès de confiance, c'est un manque de lucidité. Le manque de confiance, c'est un excès de méfiance. Alors, 10h49, on avance sur notre temps. On va profiter de la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité que je présenterai rapidement pour ceux qui se joignent à nous. Nous sommes avec Madame Hello qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors nous parlions des qualités du bon manager et de ce point de vue, il y a des situations extrêmement différentes. Alors il y a des situations différentes du fait que les interlocuteurs qu'on peut avoir en tant que manager sont très différents. Le manager, il est à cheval entre deux types d'attentes. Les attentes de ceux dont il a la responsabilité, les attentes de ceux qui l'ont nommé. Et de ce point de vue, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en considération. 1, l'autorité. 2, la confidentialité ou la transparence. 3, ce que je suis capable et ce que je suis censé partager comme information avec mes équipes. Et effectivement, ça peut mettre en délicatesse le manager dans sa position. On est en 2026. Oui. Aujourd'hui... Ça n'a échappé à personne. Ça n'a... Je t'adore. Mais il y en a. Tu me fais ce damage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais heureusement que ça n'a échappé à personne. Oui. Et on est en 2026 dans une ère ou dans une époque où on exige le côté wilderness, éduquer, on en a parlé. Oui. Le côté proximité, on en a parlé
à doser d'une manière différente selon les cultures, la maturité, la seniorité, etc. Oui. Mais aussi, on veut des uns et des autres de la transparence et de la vision. Et même de l'authenticité. Et j'ai fait des focus group avec plusieurs entreprises dans lesquelles on écoutait les salariés. On écoutait les salariés. Tu sais que la première revendication, c'est « dites-nous où on va ». Dites-nous où on va, dites-nous où cette entreprise va, dites-nous c'est quoi ses ambitions, partagez avec nous, nous aussi on mérite. Des gens se disaient mais nous aussi on mérite. Pourquoi on sent que chacun de nous, les gens dans la production, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans la maintenance. Les gens dans la maintenance, on ne sait pas ce qui se passe dans la finance. Les gens dans la finance, on ne sait pas ce qui se passe au marketing. Les gens au marketing, on ne sait pas ce qui se passe dans la supply chain. Les gens veulent être informés, ils veulent savoir pourquoi ils travaillent, ils veulent connaître le sens, ils veulent savoir si leur entreprise va bien. On veut davantage de sujets de discussion à la cafétéria. On veut être informé. Parce que si on est informé, et si on sait que par exemple notre entreprise a été bien classée, c'est pas tout le monde qui sait, peut-être les gens des RH le savent dans beaucoup de boîtes, que leur entreprise a eu un classement, que leur entreprise recrute, a été qualifiée de best employer, que leur entreprise a une bonne réputation, qu'elle fait de l'attractivité. On veut rentrer à la maison et raconter à sa femme que... Non, de bonnes nouvelles. Ne sois pas juste ironique. Non, on veut juste être fier de l'entreprise. Mais les personnes veulent être fières de... Mais les gens ont besoin de... Quand on disait, il y a une crise d'engagement qui est due à plein de choses. La crise d'engagement, elle est due à plein de choses. Peut-être la mixité, télétravail, présentiel, peut-être due à des fois une crise de sens, peut-être due à un manque d'inspiration, que sais-je. Mais si... Quand tu disais un bon manager, s'il n'inspire pas ou là, s'il ne partage pas à la fois les succès et peut-être même les revers de l'entreprise, ou là, mais je te demande aujourd'hui du travail, je demande à Ami du travail, je demande à Nadia du travail, mais je leur donne jamais comment ça aboutit, comment ça évolue, etc. Je te redemande encore aujourd'hui, demain du travail, etc. Il y a un moment donné, je dois te dire que ton travail fait partie d'un tout et que ce tout-là contribue à ça ou à ça, à faire des liens. Or, des fois, on demande aux gens juste d'être occupés à la tâche, sans leur dire que leur tâche participe à une mission plus grande d'un département ou participe à une mission encore plus grande d'une entreprise, satisfait tel client. Pourquoi il n'y a que les gens du marketing qui doivent savoir le niveau de satisfaction, le niveau d'impact d'une pub? Pourquoi ne pas aussi le partager avec d'autres? Oui. Bon, et ça, c'est de la com interne, évidemment. Je pense qu'un professeur est un manager à sa façon. Et comme il y a des collégiens qui nous rendent visite et qu'on salue. Effectivement, qui sont à la régie. Et on est très content de voir ces collégiens-là s'intéresser aussi à la vie d'une radio. C'est génial. Ça peut inspirer peut-être aussi des futurs parcours. Sait-on jamais, absolument. Mais c'est vrai qu'un professeur ou qu'un enseignant est un très bon manager de sa classe. Et on attend de lui, effectivement, qu'il réponde aux parents, etc. Donc c'est une position assez similaire. Et tu sais qu'un manager n'a pas qu'un seul rôle ou qu'une seule tâche. Il faut plus de facilité à exercer de l'autorité. Si je m'intéresse juste à une roue comportementale des différents comportements qu'on attend des managers, il y a des managers évaluateurs. On attend d'un manager l'évaluation de l'impact du projet, de la performance, etc. Il y a des managers coordinateurs. On attend d'un manager qui nous aide aussi à nous dire, pour faciliter tel dossier ou tel crédit ou tel hada, il faut que tu t'adresses à Flan. Pour travailler en équipe, il faut... Donc, il y a le manager facilitateur, motivateur. Il y a le manager qui doit... être promoteur, tu vois ce que je veux dire? Un manager, il a autant de rôles et de responsabilités. Et il va essayer de puiser ses qualités dans sa personnalité. On va revenir à ce point précis, après qu'on ait écouté le flash d'information présenté dans un instant par Mourad Baba. On reprendra la suite de notre émission, c'est-à-dire la deuxième heure d'émission des experts ce matin. Nous restons aussi ouverts à l'échange si vous voulez prendre la parole. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous parlons des qualités du bon manager. Bon, ça consiste aussi dans l'art de bien se faire entendre. Et les 4e B de l'école française internationale se font entendre, alors avec des gestes et qu'on salue. Ils sont de l'autre côté de la régie. Et bon... Il n'y a que nous qui entendions les claps et les applaudissements. Bon, mais on les salue. Je disais que la mission de manager, c'est quelquefois aussi la mission de l'enseignant. L'enseignant, il a cette responsabilité-là. L'enseignante qu'on salue, tous les enseignants, que ce soit des écoles primaires ou secondaires ou même à l'université ou dans des écoles supérieures, ils ont à la fois la mission noble de transmission, qui est aussi une mission noble de manager, parce qu'un manager, quand on parlait des informations, des explications, de la pédagogie, on parle beaucoup de la pédagogie, de l'andragogie.
j'ai des managers. Fait grandir. Et là, mais un manager fait grandir ses équipes. Si un manager ne développe pas les skills de ses équipes, si un manager ne laisse ses équipes toujours faire la même chose, si un manager ne les propulse pas, même s'ils n'aiment pas le devant de la scène, moi j'ai vu un certain nombre de managers qui disaient mais surtout pas, qui m'envoient pas dans des réunions, dans des présentations clients, dans des rendez-vous clients parce que je n'aime pas ça. Oui, mais si un manager te demande toujours de faire la même chose, comment tu vas savoir que tu as d'autres capacités et comment toi-même tu vas acquérir de nouvelles choses. On disait un peu plus tôt on ressent toujours de la gratitude vis-à-vis de celui qui nous a ouvert des portes sur nous-mêmes. Oui, il nous fait grandir et qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un échange. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir de l'honnêteté intellectuelle, que ce soit des managers ou des managers, de dire ça j'aime pas, que ce soit pas seulement lors de l'entretien annuel d'évaluation, que ce soit plusieurs fois par an de dire ça je suis à l'aise, ça je suis pas à l'aise, mais pourquoi tu n'es pas à l'aise ? Peut-être t'as pas les bons outils, t'as pas la bonne formation, c'est un problème de confiance en toi. C'est quoi le souci ? Donc il faut écouter les gens, il faut pas forcément les forcer. Attention, on disait un peu plus tôt qu'un manager doit comprendre, sonder les besoins de son équipe. Un bon manager doit le sonder, mais doit aussi les pousser à coopérer, à créer un climat propice. Le rôle ne s'arrête pas au sondage. Et attention, le rôle ne s'arrête pas au contrôle. Le rôle ne s'arrête pas à l'évaluation des performances. Oui. Le rôle s'arrête à qu'est-ce que tu fais concrètement pour créer un environnement suffisamment agréable, mais aussi suffisamment propice pour que tu te développes. Et l'enseignante, là par exemple dans cette école-là, qui a le smile, qui a le sourire, qui les accompagne, et elle leur inspire par son attitude déjà quelque chose de très positif. Parce qu'on regarde les gens. Tu sais, un manager qui est ultra stressé ou un enseignant qui est ultra stressé, peut-être à juste titre, on a le droit d'être stressé aussi parfois. Mais si on le montre tout le temps, si on le dégage tout le temps, si on le partage tout le temps, il y a des fortes chances que les gens soient crispés au travail. Ou qu'on devienne le reposoir. Donc, la personne à éviter au travail. Et là aussi, je te dis, on a le droit d'être crispé. On a le droit aussi... Tu sais à quoi on voit aussi un bon manager, c'est à sa capacité aussi de traverser les crises et d'aider ses équipes à traverser les crises. Parce qu'un bon manager, quand tout va bien, forcément, il est bon. Et tout le monde l'applaudit et tout le monde l'aime bien, etc. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perd un marché, lorsque nos parts de vente diminuent, lorsqu'arrive un nouveau concurrent, lorsqu'on sent qu'on nous pressurise davantage? Il est pris en tenaille entre des exigences parfois contradictoires. Parce qu'un bon manager doit savoir essayer de contenter d'une certaine manière les attentes des personnes qui sont sous sa responsabilité, mais il doit aussi contenter les personnes qui l'ont nommé. Et des fois, il y a des injonctions contradictoires. Alors, Marie Mhlou, le manager, il est parfois dans une position délicate quand il y a la possibilité que certaines des décisions puissent déplaire à ses équipes. Et pourtant, parfois, ces décisions-là sont perçues comme étant nécessaires. Dans la compréhension qu'il a de ses missions. Tu sais, la loyauté du manager, tu as bien raison. À qui doit-il être le plus loyal ? À ses principes, à ses convictions, à ses équipes, aux actionnaires qui l'ont nommé, au DG qui l'a nommé, à qui ? C'est difficile. Et idéalement, s'il ne veut pas être en burn-out, c'est d'abord être loyal à ses principes et à ses valeurs, parce que c'est avec lui-même qu'il vit 24 heures sur 24. Donc si on n'est pas loyal à soi-même, est-ce qu'on arrivera à se voir longtemps dans la glace ? Si je trahis la confiance de mes équipes, avec qui je vais bosser ? Avec qui je vais bosser ? Si les personnes qui comptent sur moi tous les jours, c'est les personnes sur qui je compte tous les jours, je trahis leur confiance, je trahis leur secret, ou là je ne remonte pas leur doléances à juste titre. Des fois, j'ai rencontré une entreprise il y a quelques jours, après l'Aïd, qui me disait, écoutez, on n'a pas été augmenté depuis 4 ans. C'est un sujet difficile. Oui, mais en même temps, on sait que l'entreprise traverse des crises, mais en même temps, on sait que les gens sont informés aujourd'hui. Mais en même temps, cette augmentation-là signifiera beaucoup pour nous, parce qu'on connaît notre valeur sur le marché. Aujourd'hui, dans un monde aussi dans lequel on vit, les gens se comparent, les gens... Et un me disait à juste titre, mais tu sais, plusieurs fois, parce que c'est un commercial, il partait chez les clients, il sait que je sais très bien que je pourrais me revendre mieux, au double de mon salaire, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Par loyauté aussi à mon manager. Je travaille certes pour un salaire, je sais que je pourrais le faire, in fine. Mais aujourd'hui, la loyauté me tient beaucoup plus que le salaire. Parce qu'il y a un confort à travailler avec certaines personnes. Et oui, il y a un inconfort à envisager de perdre quelque chose qui, manifestement, est devenu quelque chose de précieux. Mais ça, leur manager, le manager Dialhad, la personne avec qui j'ai parlé, le responsable commercial, il a de la chance. Lui, quelque part, a de la chance. Pourquoi ? Parce que sa cote est élevée,
sa performance est élevée, il ne veut pas quitter l'entreprise. Pourquoi ? Par fidélité à l'ambiance et au confort et aux gens avec qui il travaille tous les jours. Oui. Mais si c'était quelqu'un d'autre, parce qu'il y a forcément des gens différents, si c'était quelqu'un d'autre qui connaît sa cote sur le marché, qui sait qu'il peut se vendre 2 fois plus et qui n'est pas si fidèle à cette ambiance-là, il va perdre un talent, le manager. Il va perdre un talent, mais c'est un calcul qui est tout à fait compréhensible pour la raison que c'est un risque, mais il n'est pas certain qu'on puisse ressentir de l'inconfort à travailler avec d'autres personnes. Mais c'est un risque, c'est une possibilité. Mais cela dit, certains effectivement considèrent qu'il est beaucoup plus optimal que d'envisager cette possibilité-là, et quand bien même on vivrait l'inconfort, il n'est pas interdit de savoir s'adapter. Mais c'est pour ça que je te disais, oui, on s'attache à la réputation des gens, oui, mais on s'attache aussi beaucoup, des fois, aux managers avec qui on bosse. Absolument. Et donc, quand les conditions ne sont pas idéales pour augmenter, pour faire un variable, pour faire des bonus, alors tout en sachant que dans beaucoup d'entreprises, il y a le 13e mois, il y a le 14e mois, etc. Mais les gens en veulent toujours plus, c'est normal. Le coût de la vie évolue, le pouvoir d'achat évolue, les responsabilités évoluent. Donc, je comprends ces gens-là. La récompense. Mais si on veut un tant soit peu retenir les gens dans des contextes faciles ou plus ou moins difficiles, il faut qu'un bon manager s'attache à créer un environnement où les gens aiment bien venir, aiment bien rester et aimeront bien rester demain, et peut-être même en parleront à d'autres personnes. Exactement. Pour les attirer. Parfaitement, mais cet environnement, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent une forme de... Oui, on est confortable, il y a de la confiance, il y a une forme de... Oui, parfois de rapport qu'on qualifie quelquefois simplement d'humain. On dit, il y a des rapports humains entre collègues. Mais c'est pour ça que la distance que tu évoquais un peu plus tôt, Badr... Mais c'est une méfiance, c'est une prudence qui ferme certaines portes, absolument. Ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui aiment bien les managers distants. Au moins, au moins, il n'y a pas de micromanagement. Au moins, je les vois 1 fois par semaine ou 1 fois par mois et je travaille bien et ils ne me demandent pas Hada. Il y a des gens qui aiment bien les managers distants. Je dis pas le contraire. Mais les asociaux. Mais il y a des gens qui sont réservés ou qui aiment bien beaucoup plus gérer leur périmètre, leur vie, leur façon de... Soit, c'est pour ça qu'un bon manager ne doit être quelque part ni distant, ni proche dans l'absolu. C'est pour ça qu'on parlait de palette de couleurs dont dispose quelqu'un. On parlait de personnalité qui est quelque chose qui n'évolue pas tous les 4 matins, heureusement. Sinon, on dirait que le manager est une girouette. Ah oui. Et ça aussi, c'est pas bon. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse parler de palette musicale. Mais on dirait... Non, palette de couleurs dans le sens manager Sam. On disait que quelque part un manager c'est un jardinier qui cultive son jardin. Un bon manager c'est un serviteur aussi de ses équipes. Sayyidul qawmi khadimuhum, on le dit souvent. C'est-à-dire qu'un bon manager c'est quelqu'un qui doit être au service de ses équipes et qui lui rendront bien quelque part. Mais aussi que je dois adopter une touche de bleu avec Badr qui aime bien la distance et une touche de jaune avec Khawla qui aime bien la proximité, le rapport humain. Et quelque part, si je suis trop directe avec Badr, ça va le stimuler, mais si je suis trop directe avec Khawla, ça va la casser. Ça, c'est ma palette, c'est mon élasticité de style quotidien. Mais ma personnalité est ce qu'elle est. Et cette personnalité-là, et peut-être prévenir l'équipe, risque aussi de ressortir dans les moments de stress intense. Mais toujours, c'est pas qu'elle ressort, elle ressort toujours, mais certains aspects négatifs de la personnalité ressortent quand les personnes sont stressées ou se sentent mises en danger. 11h19, on a un peu décalé la respiration musicale dont on va profiter à l'instant et reprendra dans quelques minutes la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Notre invité, Mme Hello, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Je ne sais pas si un bon manager, c'est un bon coureur. À ce qui paraît. Avec ses équipes. Non, c'est pas. Non, tu sais, la course à pied est un excellent moyen de libérer ses pensées et de faire le vide. Certains parlent de méditation active. Et certains parlent de drogue douce aussi, une drogue douce aux endorphines. Il y a des fortes chances que quelqu'un qui décompresse à travers quelqu'un qui est sportif, pas forcément un manager marathonien, mais les managers qui font du sport en général montrent déjà l'exemple, parce qu'il y a une question d'exemplarité chez le manager, montrent déjà l'exemple qu'ils prennent soin d'eux. Et pour moi, montrer qu'on essaye
on est sur la voie, on est tous sur la voie de prendre soin de soi, exactement, d'augmenter notre spiritualité ou d'augmenter notre, j'allais dire, notre santé physique, ou de faire attention à ce qu'on mange, ou de faire du sport 3-4 fois par semaine, de courir. C'est inspirer les autres à faire pareil. Donc moi, si je vois mon manager qui est fit, qui est sportif, donc qui a une bonne énergie quand il arrive le matin, qui me parle d'une façon dynamique, qui a le smile parce qu'il est encore dopé d'endorphines, etc. Oui. Moi, je suis en train de voir mon gros ventre et mon manque de biceps, etc. Ouais. Et je suis en train de me dire, attends, mais pourquoi lui et pas moi déjà? C'est une inspiration aussi par une forme de compétition saine. Beaucoup de managers pas fit vont écrire des commentaires en dessous. Non, c'est des choix de vie. Moi, je dis que c'est juste des choix de vie. Un manager, à quoi on connaît aussi les managers? À leur capacité à prendre des décisions. Ces managers-là qui ont décidé de faire du sport et qui ont décidé que le sport faisait partie intégrante de leur vie, c'est des gens qui ont fait le choix, peut-être, parce que c'est pas sûr, parce que là aussi, à certains sports, on se blesse beaucoup, on fait du mal à ses articulations, on se brutalise beaucoup, mais peut-être que c'est leur façon de voir les choses. Peut-être que Houma, il le voit pas comme une brutalisation des articulations, mais une manière de se faire du bien. Et ça montre quoi? Ça montre, certains parleront de dépassement de soi, d'autres parleront d'autre chose. Ça montre juste qu'on a envie de s'améliorer jour après jour. Quelle que soit la raison pour laquelle des gens se mettent à la course à pied ou à la natation, au tennis ou au vélo, c'est chacun à sa façon, il a son histoire, mais chacun par rapport, parce qu'il ne fait pas la chose pour les autres, ou il ne fait pas la chose pour se montrer plus athlétique pour les autres, ce serait une mauvaise raison. Oui, ça peut être une raison. Ça peut être une raison, mais elle n'est pas forcément bonne. Les applaudissements du public. Et tant mieux si les raisons ça. Mais si les raisons sont internes, c'est encore mieux pour la personne, parce que cette passion-là ou cet équilibre-là que la personne recherche sera plus durable dans le temps, et sera plus durable qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait des difficultés. Parfois, le besoin de reconnaissance, on le trimballe de la naissance jusqu'à très tardivement dans la vie. Et ce que je te disais au début, parce que c'est une émission qui est fleuve sur les qualités d'un bon manager, si le manager ne prend pas soin de lui, comment va-t-il prendre soin de son équipe? Si le manager n'est pas à l'aise dans ses baskets ou à l'aise dans son costume ou la farhan barasso, il est satisfait de lui-même parce qu'il a couru ou il a fait un match de foot, comment va-t-il être content des résultats de l'équipe? Si le bon manager n'inspire pas, c'est quoi aussi son rôle après tout? Parce qu'un manager, c'est un guide. Tu parlais d'enseignant. S'il n'inspire pas, ça devient le superviseur dont nous parlions au début d'émission. Ouais, ça devient le superviseur. On revient au temps ancien. C'est pas le fouet, c'est là où on badge. C'est qu'est-ce que tu as fait ce matin? C'est pourquoi tu n'as pas fait ça? Ils sont où les tableaux Excel? Elle est où la présentation? On n'est que dans la quantification de ce qui ne va pas, plutôt que dans quelque chose de beaucoup plus... Tu sais, le capital sympathie ou le capital immatériel... certains ont le don de l'éroder. C'est quelque chose qui se construit jour après jour. Absolument. Et c'est quelque chose qui peut être ruiné en une journée, mais c'est quelque chose qui se construit jour après jour. Et c'est pas forcément où est le tableau Excel, où est la présentation, où sont mes chiffres, où est le mail, pourquoi ce mail-là. Peut-être qu'à juste titre, des recadrages sont nécessaires, mais... Si la communication entre manager et manager ne se limite qu'à ça, elle est bien pauvre. Elle est bien pauvre. Et la confiance se gagne goutte à goutte et se perd d'un seul coup. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour parvenir à créer ce lien dans ces conditions-là, c'est quelquefois perçu comme étant un rêve éveillé. Et pour autant, pour ceux qui ont pu vivre ce type d'expérience, ce sont des choses bien, bien concrètes, des personnes dont on se rappelle, qui quittent leur poste et qui reviennent. Oui, le droit à l'erreur existe. Non, mais même en tant que manager, quand on peut faire leur vie ailleurs, dans le monde professionnel. Et exactement, parce que certaines personnes parviennent à nouer ce type de relation. Bien sûr. Et ils peuvent revenir même dans des environnements où ils ont quitté 2 ou 3 ans. Et c'est des choses qu'on a vues. C'est des choses limites. Tu sais, quand tu quittes de façon correcte pour des raisons valables, tu cherches une évolution, tu as des responsabilités familiales plus importantes, tu cherches un challenge, tu as passé 15 ans dans cette boîte, tu as envie de voir autre chose, bien sûr, tu peux aller ailleurs. Mais moi, j'ai presque envie de te dire, aussi quelque chose, une qualité que doit cultiver un bon manager, c'est admettre ses erreurs quand il en fait et faire en sorte que ses équipes admettent leurs erreurs lorsqu'elles en font.
ça aiderait beaucoup. Tu vois, l'humilité dont on parlait ce matin, l'humilité, c'est pas quelque chose qui se décrète. Ça y est, je suis quelqu'un de modeste, je suis sympa, je suis accessible, etc. Non, je suis modeste comment? Ben, quand je me suis trompée royalement sur quelque chose, je reviens à mes équipes, je leur dis, écoutez, franchement, ce matin, la manière dont on a fait la réunion, elle n'était pas cool. Franchement, ce matin, la manière dont je t'ai coupé la parole, si on a coupé brutalement la parole devant le client, là, c'était pas intéressant. Franchement, ce matin ou là, cet après-midi, je t'ai pas laissé parler en réunion alors que tu avais plein de choses à dire. On fera mieux la prochaine fois. Mais si on se fait amende honorable, j'allais dire, vaut mieux, j'allais dire une fois qu'on l'a fait, c'est pas faire amende honorable tous les 4 matins. J'y penserai à chaque fois qu'on sera en retard. Bon, pour le coup, on va l'éviter. Il est 11h29 minutes. Karim Droné va nous rejoindre dans quelques instants et on reprendra pour le coup la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Nous aimons les métaphores animalières, surtout avec Mme Hello. Oh mon Dieu. Que je présente à nouveau. Oui. Vas-y. Bah, c'est pas parce qu'on a fait une émission sur les animaux que... Bon. Non, mais c'est vrai que bon, depuis La Fontaine, on fait des parallèles entre les caractères que le l'on a. Le corbeau et le renard. Ben oui, on garde à l'esprit, on dit même, pas qu'en langue française, on dit Adédib. Et on assimile les caractères effectivement à certains traits qu'on observe dans la nature et chez d'autres espèces. Alors, Madame Hello, tu voulais partager avec ceux qui nous écoutent, peut-être certains traits de personnalité de manager. Il n'y en a pas que des bienveillants. Oui. Non, c'est vrai que, comme tu dis très bien, un manager renard, les managers renards existent, les managers serpents existent, les managers béliers existent. Tous ces métaphores-là sur les animaux nous invitent à voir si notre manager est sinueux, comme un serpent, ou si notre manager est droit et file en ligne droite comme un bélier, quitte à cogner et à faire des erreurs, comme on a dit, à être un peu brutal des fois. Quelles sont les intentions de nos managers? Elles ne sont pas les mêmes. Oui. Parce que leur feuille de route n'est pas les mêmes, parce qu'il y a des managers qui pensent qu'à leur propre carrière, mais ça aussi, il faut le dire. Ça, c'est les renards, ça. Il y en a beaucoup qui pensent qu'à leur propre carrière, image, réputation, et ils sont managers, certes, d'équipe, mais au final, ils travaillent beaucoup plus sur leur prochain poste que sur à la fois leur poste actuel, la performance du projet, de l'entreprise et des équipes-là. Toutes ces ambitions-là existent et c'est tout à fait normal. Hein. Tous les managers ne sont pas exemplaires, tous les managers ne sont pas investis d'une mission humaine intense, tous les managers ne sont pas forcément des pédagogues ou des porte-parole. Ça existe aussi. Oui. Cette coexistence-là, finalement, quand on est, si on parlait de la personne et des personnes, tu vois, qu'on a pu accompagner ces dernières années et qui ont été promus managers face à leurs anciens collègues, amis, etc., leur plus grande difficulté, justement, c'était de créer cette fameuse distance entre leur ancien rôle d'amis, on mangeait tous à la cantine, peut-être qu'on sortait le soir, peut-être qu'on a passé des choses, etc. Et là, maintenant, c'est moi, votre nouveau entraîneur. Quelque part, si je peux utiliser aussi la métaphore d'entraîneur, vais-je être accepté ou pas à ce poste d'entraîneur? Il se prend pour qui? Exactement, ça c'est la critique qu'on va faire souvent. Il est attendu au tournant, c'est ces phrases-là qui... Non, il y a de la jalousie aussi. Il se prend pour qui? C'est de la jalousie? Non, mais parce que de ses anciens collègues, peut-être que certains se sont vus au poste. Et donc, pourquoi lui et pas moi? Ça, c'est la première chose. Une fois dépassé ça, il y a effectivement cette forme de... Va-t-il continuer à être comme avant? Va-t-il continuer à être sympa ou va-t-elle continuer à être sympa et proche comme avant? Et troisième chose, dès qu'il commence à demander des comptes, parce que ça aussi, dans la feuille de route du manager, à un moment donné, c'est comme un entraîneur. Un entraîneur ne te pousse pas que à faire ce que tu sais faire. C'est à développer aussi des nouvelles choses, à accélérer le rythme quand il le faut, etc. Et là, c'est tu vois, là, elle a changé ou là, il a changé, c'est plus possible. Donc, mais parce que il y a cette fameuse phrase qui dit celui qui veut abattre son chien l'accuse d'avoir de la rage. Donc, si on a des prédispositions négatives ou de mauvaises intentions, parce que il y a quelquefois le ressentiment vis-à-vis des personnes, à ce moment-là, on trouvera toutes les bonnes raisons de les vilipender, de les critiquer, de les trouver hautains et ainsi de suite. Donc
C'est ça la difficulté, madame. Et après, Mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup que finalement le management, c'est pas une continuation d'une position d'expert. C'est justement quelqu'un qui a été promu, que ce soit dans un secteur pharmaceutique ou là que ce soit dans un secteur industriel ou là que ce soit dans une banque, etc. C'est pas la continuité du rôle d'expert qu'il occupait avant. Donc, Houa vis-à-vis de lui-même, il doit faire le deuil de son ancien mandat. Il doit faire le deuil du fait que Hadouk, qui sont plus ses collègues, ils sont désormais son équipe. Donc déjà, il doit se parler de cette façon-là. Et ensuite, c'est finalement qu'il doit se former et doit former les autres parce que son rôle de manager, c'est un rôle qui est j'allais dire, essentiel. Il doit quand même jouer le jeu pour se faire accepter avec son nouveau rôle et sa nouvelle responsabilité. Même s'il a passé 10 ans avec eux. Parce que moi, j'ai des gens qui disaient, mais moi, je les connais depuis 10 ans, depuis 15 ans. C'est mes collègues. Oui, mais tu les connaissais sous un autre angle. Ils te percevaient d'une manière, tu les percevais d'une manière. Aujourd'hui, tu as un nouveau statut qui, sans que tu sois forcément que tu mettes de la distance, il faut que tu leur montres aussi peut-être que tu mets la main dans la pâte. Là aussi, il ne faut pas que tu changes de registre du jour au lendemain. Les gens n'aiment pas les évolutions brutales. Oui. Mais néanmoins, tout en continuant peut-être à faire avec eux des choses opérationnelles lorsqu'il le faut, lorsqu'il y a une montée en charge, une montée en puissance, etc., ils te respecteront pour cela. Les gens aiment bien aussi, même les DG qui mettent la main à la pâte quand il le faut, et pas seulement les managers. C'est une preuve de modestie. C'est une preuve de on reste terre à terre et on est là quand il le faut. On n'est pas là juste pour demander comment ça a avancé, l'état d'avancement. Mais tu vois, il y a ça, mais il y a aussi le fait de leur dire maintenant préparez-vous. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais maintenant c'est moi. Préparez-vous peut-être, lorsque les situations le requièrent, à ce qu'on communique différemment. Parce que ça, c'est le poste. Et là, tu prépares aussi. Tu prépares aussi quelque chose que tout le monde pense tout bas, mais que personne n'ose dire en haut. C'est-à-dire, ma porte de bureau pourra être toujours ouverte, on pourra toujours discuter, etc. Mais préparez-vous aussi à ce que je change peut-être certaines attitudes si le livrable n'est pas là, si la présence n'est pas là, si la qualité n'est pas là, etc. Mais nous, on change de registre lorsqu'on fait entendre la respiration musicale et par nécessité, on se retrouvera pour la dernière séquence d'émission dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission, la suite et fin de notre émission avec notre invité Madame Nihlou, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors, dans l'entreprise, ce qu'on observe, c'est que il faut avoir des qualités de discernement quand on essaie de promouvoir des personnes ou à la responsabilité qu'on leur accorde de devenir manager des équipes dont elles ont pu faire partie précédemment. Alors, il faut discerner le type de personne, le type de personnalité. Alors, tu disais, Mme Hello, qu'il y avait des serpents, des renards, des béliers. C'est vrai que ce sont des caractères différents. On observe beaucoup de caractères différents dans la vie, dans l'entreprise. Et on ne fait pas que de bons choix. Oui. Et la question qui se pose a posteriori, c'est de savoir aussi par rapport à cette confiance-là qu'on accorde aux personnes, est-ce qu'on peut, disons, muscler leur jeu, pour reprendre l'expression d'un entraîneur? Est-ce qu'on peut limiter les dégâts qu'on a pu observer parce qu'on n'a pas nécessairement, quand on est promu, toute l'expérience, tout le bagage, on en a peut-être le potentiel, mais pas toujours les qualités. D'où le nombre de formations croissants qui sont proposées dans l'entreprise, entre guillemets, pour accompagner les managers qui sont promus parmi les équipes qu'elles sont censées diriger. Et effectivement, on ne fait pas la promotion des gens populaires par nécessité. On ne fait pas la promotion des gens les plus sympas par nécessité. On ne fait pas la promotion forcément des gens qui ont les plus grandes compétences émotionnelles. On fera certainement, et ça, chacun va faire sa gestion de promotion comme il veut, mais en général, on fait la promotion de gens qui ont délivré des résultats, qui ont mené à bien des projets, qui ont été suffisamment légitimes et crédibles et longtemps dans leur poste. Auxquels on fait confiance. Et auxquels on fait confiance parce qu'on est sûr qu'ils vont donner encore plus et encore mieux. Donc, globalement, on peut dire ça. Maintenant, quand ces personnes-là sont dotées de qualités humaines naturelles, tant mieux pour eux et pour leurs équipes, leurs futures équipes, c'est que ça va plutôt bien se passer. Il y aura forcément des couacs parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des résistances parce que
pour toutes les raisons humaines qui existent, il y a toujours des résistances. On n'a pas que des suiveurs, on n'a pas que des soumis, on n'a pas que des exécutants. On a forcément différentes caractéristiques. On a peut-être des Les rebelles, réfractaires, on a oui. peut-être des réfractaires au Oui, changement, on a peut-être plein de les choses. insoumis. Et on a peut-être, quelle que soit leur voie finalement, mais on aura des gens qui vont nous challenger. Et effectivement, le coaching individuel et la formation servent ne serait-ce qu'à booster ou, comme tu as dit, muscler le jeu du futur manager ou là, du potentiel manager. Ça muscle son jeu probablement pour qu'il se fasse confiance un peu plus. Alors, c'est juste ça. Probablement qu'il a tout ça en tête, mais qu'il va y mettre juste les bons mots. Peut-être il a tout ça en tête, mais qu'à travers les sessions, il va prendre un peu plus de recul. Qu'il a tout ça déjà en tête, mais qu'en écoutant, là aussi, quand des futurs managers ou des managers potentiels bénéficient de... C'est pas forcément des workshops, moi je les appellerais du coaching collectif. C'est pas forcément le saouler d'informations ou là, le saturer d'informations, parce que toutes les informations sont disponibles aujourd'hui sur le net et dans les livres et dans les différentes applications. C'est qu'ils se testent, qu'il se fasse confiance, qu'il écoute aussi le récit de personnes qui ont essayé avant lui, qu'il écoute aussi ce qui a marché de ce qui n'a pas bien marché, Oui, et qu'il muscle son réseau. Parce qu'on le dit souvent, des workshops ou du coaching collectif, c'est pas forcément juste accumuler du savoir. C'est regarder les gens qui sont dans la salle, parce que c'est les futurs collègues, c'est les futures personnes, c'est le réseau avec lequel on va construire cette nouvelle histoire de management de notre entreprise. En général, c'est ça les cohortes des nouveaux managers, c'est qu'ils ne se forment pas en solo, c'est qu'ils se forment en collectif. Et donc, c'est avec eux qu'on va bosser. Et donc, c'est avec eux qu'on doit tisser aussi des relations de confiance. On ne l'a pas assez dit. On a parlé beaucoup des actionnaires ou là, des dirigeants qu'on doit satisfaire parce qu'on a été nommé à un poste ou là, parce qu'on est manager dans un poste et ses équipes. Mais on n'a pas parlé de ses pairs. oui, Or, c'est avec ses pairs qu'on fait le business. C'est avec ses pairs qu'on fait grandir l'entreprise. Parce que moi, tout seul dans mon département, je peux être très bon. Mais si je ne fonctionne pas assez bien avec les autres chefs de département ou les autres responsables de département, bah, la barque n'ira pas bien loin. Donc, à chaque manager, disons qu'il a son autre manager à lui qui fait en sorte aussi de lui faciliter la vie, de le connecter avec les bonnes personnes, de lui dire Flan, ouvre les portes. Flana, il faut lui parler avec tact et diplomatie pour qu'elle daigne te répondre à un email. Donc tout ça, il faut le prendre ah en oui. considération. Maintenant, si on a la chance de les avoir dans la même salle de workshop ou là dans la même salle de coaching collectif, Ça crée un lien. ça crée un lien où là, ça lève des barrières. On se dit ah, mais il me paraissait bien Là, antipathique oui, on met des dans visages sur l'ascenseur ou des, là dans la cafétéria, mais c'est quelqu'un sur des de responsables. sympa. Il a soit de la culture générale ou la fait dahk ou là il aime le même sport que moi ou là. En tout cas, ça rapproche des Ça gens. connecte, oui. Et quand les gens se rapprochent par nécessité, ils arrivent à trouver des choses. Peut-être qu'ils vont confirmer un diagnostic de base que c'est pas quelqu'un avec qui je vais m'entendre. Et c'est bien aussi j'allais dire, de classer des dossiers et de ne plus avoir d'espoir, j'allais dire, inconsidéré envers des personnes. Ou bien, ça fait découvrir les gens sous d'autres angles ou d'autres aspects et se découvrir soi-même. Parce qu'attention, je disais que tu es bon manager finalement. Tant mieux pour toi et tant mieux pour ta carrière et tant mieux pour l'ambiance que tu vas réussir à instaurer tous les jours. Parce que non seulement tu délivreras, mais aussi tu délivreras dans des bonnes conditions. Oui, et en fonction aussi des personnalités, il y a parfois des angles morts sur certains aspects de sa propre personnalité, parce que quand on a une mission, on n'est pas confronté aux mêmes expériences. Quand on est manager, on est confronté à de nouvelles expériences. Et quand on est confronté à ces nouvelles expériences, on n'est pas nécessairement le mieux armé pour y faire face. Bien sûr. Il y a une personne qui me montre de la réticence. Je ne suis pas habitué à heurter les gens ou à, entre guillemets, exprimer une forme de fermeté parce que j'y vois une forme de brutalité qui m'indispose ou qui m'insupporte. Et je serai amené à trouver la voie entre les aspects de ma personnalité qui s'expriment naturellement et les aspects que je devrais, entre guillemets, quelque part,
adapté à la situation. Mais bien sûr, et si je peux me permettre, parce qu'on a parlé du manager-entraîneur, si je peux me permettre de citer Guardiola ou Ah, Mourinho, mais parlons de Guardiola, tu vois, qui a ah oui, oui, réalisé des exploits ton invité, phénoménaux avec le Barça, parce que lui-même était Enrique. issu de cette culture-là, était un ancien joueur, connaissait, donc on peut parler Oui. de l'expert qui est Et ils devenu n'ont pas tous la entraîneur. même personnalité. Et de l'expert qui est devenu entraîneur, mais de l'expert qui connaissait très bien la culture organisationnelle, parce qu'il a baigné Mm. dedans toute sa vie. Lorsqu'il est parti dans d'autres clubs, Oui. avec d'autres cultures de jeu, avec d'autres nationalités, avec d'autres compositions de jeu, ou là d'autres attentes, ou là un héritage historique qui était différent, peut-être qu'il n'a pas réussi de la même façon Oui. lorsqu'il jouait au Barça et lorsqu'il entraînait le Barça. Et c'est tout à fait normal. Et tu vois, c'est là où j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'on a été un bon manager quelque part qu'on le sera forcément toute notre vie. Et ça aussi, c'est un regard bienveillant et j'allais dire compatissant et résilient qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'il y a forcément des managers qui nous écoutent ce Oui. matin, qui ont eu des réalisations intéressantes, qui ont eu des passages à vide ou été mis au placard, ou que sais-je d'autres dans leur carrière, et qui doivent peut-être douter sur est-ce que le futur va être pareil, est-ce qu'il va être différent, vais-je réussir? Donc il suffit vraiment de regarder dans des univers aussi différents, de foot ou d'ailleurs, qu'on ne réussit pas forcément chaque mandat de la même façon. Parce Oui. que les joueurs, parce que l'écosystème, parce que les attentes, parce que le public, Oui. parce que les choses sont différentes. Oui, les entreprises sont différentes, les attentes sont différentes, bien entendu. Et puis, il y a certains terrains de jeu dans lesquels on a beaucoup plus de facilité d'exprimer son talent. Et c'est pour ça qu'on joue collectif. Ah, Peu importe ton talent individuel et peu ah, importe ton sauf si expertise, on s'appelle Lionel Messi. et on joue collectif. Oui. Et la capacité aussi d'un bon manager, Mm. c'est aussi recruter peut-être les gens qui vont aller de l'avant avec lui et se séparer des gens aussi qui l'empêchent d'aller en tout cas aussi bien et aussi Mm. facilement ou qui dérangent les autres. Et on joue collectif quand on est respectueux des horaires. Il est 11h57 et bientôt 58 minutes. Nous allons céder la place à nos collègues qui vont nous présenter les actualités en langue arabe, un journal d'information en langue arabe qui nous sera présenté dans quelques instants. Et on se retrouvera par conséquent demain pour d'autres thématiques des experts.